Son engagement dépasse les frontières. Flo est également une alliée précieuse du collectif Soutien à Pinar Selek. Cette sociologue et militante féministe, persécutée et menacée de mort par le régime autoritaire d'Erdogan. Elle est de toutes les mobilisations, toujours debout. Merci Flo, je te laisse la parole. Donc moi je vais vous lire un texte fait par Olivier Salermo qui est absent, ne pouvait pas être là. Donc je lis pour lui. Bonjour, je remercie le collectif Contre-Attaque Antiraciste de m'avoir invité à la commémoration du 17 octobre 1961 et je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir y participer. Je ne me souviens pas de la première fois où j'ai entendu parler du 17 octobre. C'est loin. Enfant, j'ai grandi au bord de la Seine, dans une ville de la banlieue ouest de Paris, sur le passage de ce grand fleuve entre la capitale et son embouchure qui donne sur la Manche. J'entendais mes parents et d'autres personnes évoquer un événement lointain, presque irréel, où des corps avaient été repêchés, flottant depuis Paris jusque dans notre coin, et d'autres plus loin encore, jusqu'à Rouen, en Normandie. Plus tard, lorsque j'étais adolescent dans les années 1990, cette histoire oubliée du 17 octobre 1961 est revenue dans le débat public à l'occasion du procès Papon. Maurice Papon, alors préfet de police au moment de la manifestation du FLN, ne comparaissait pas pour ses faits, mais pour sa complicité de crimes contre l'humanité, car il avait aussi joué un rôle central dans l'arrestation et la déportation de nombreuses familles juives durant la Seconde Guerre mondiale. Et cette mise en lumière a permis également de raviver la mémoire occultée des crimes policiers commis en octobre 1961. À l'époque de ce procès, le rap était une musique qui émergeait et qui attirait de nombreux jeunes, notamment pour sa radicalité. Il y avait beaucoup de fanzines autour de cette nouvelle culture, car Internet était encore de la science-fiction. En plus de la musique, ces publications, souvent artisanales mais très politisées, permettaient de parler de ce dont on ne parlait pas ailleurs. Le racisme, les violences policières, la vie dans les cités. L'un d'entre eux, qui s'appelait Rapport de force, publiait régulièrement des entretiens avec Maurice Rajtus, rescapé de la rafle du Veldiv, dont la famille avait été dénoncée par un voisin policier. Historien de la répression policière, Maurice Rajtus publie en 2001 Les silences de la police, 16 juillet 1942, 17 octobre 1961, où il dresse un pont direct entre la rafle du Veldiv et le massacre des Algériens en plein Paris. À partir de 1994, il sort Que fait la police, un petit mensuel de 4 pages, photocopié sur format A3 plié en deux, où il recensait méthodiquement une revue de presse la plus exhaustive possible de toutes les exactions, bavures et meurtres commis par la police française. Ce travail de veille obstiné et rigoureux en faisait l'ancêtre direct du hashtag Allo Place Beauvais de David Dufresne sur Twitter en 2018, qui lui aussi a permis de montrer ce qu'aucun média ne voulait traiter lors de la répression des Gilets jaunes. Ici, on noie les Algériens. Cette inscription taguée sur le pont des Arts, immortalisée par un photographe de l'humanité en novembre 1961, résume à elle seule ce que beaucoup ont voulu taire. Car les témoignages de l'époque sont rares. L'affaire a été étouffée. Peu de photos, peu de récits directs ont survécu. À cette époque, les théories décoloniales n'étaient pas encore présentes dans le débat public français. Mais pour toute une partie de la jeunesse populaire, ce vécu, ces lectures, ces témoignages, ces débats en réunion publique formaient un terreau de conscience politique. Même sans cadre théorique précis, l'évidence s'imposait. Il y avait un fil continu entre racisme, domination et violence policière.
Et les brefs publiés dans Que fait la police ne laissaient d'ailleurs aucun doute. La surreprésentation des jeunes hommes arabes ou noirs parmi les victimes de la police démontrait factuellement le caractère systémique de ces violences racistes. Il a écrit, hein. Une des affaires qui a particulièrement marqué cette génération est celle de Makome M. Bowole, tué à 17 ans en 1993 d'une balle dans la tête, à bout portant, en plein interrogatoire dans un commissariat du 18e arrondissement de Paris, alors qu'il était menotté. Ce drame, parmi tant d'autres, a nourri une colère et une exigence de vérité. Il a d'ailleurs inspiré directement le scénario du film La haine, 2 ans plus tard, qui a résonné chez toute une génération. C'est dans ce contexte qu'émerge le MIB, le mouvement Immigration Banlieue, qui 10 ans après, pour la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, fait ressurgir ce lien ténu et pourtant évident entre maintien de l'ordre et héritage postcolonial. Tout cela révèle la logique profonde d'un système où la sécurité sert souvent à justifier l'injustice et où le maintien de l'ordre justifie la violence d'État, quoi qu'il en coûte. Une génération plus tard, malheureusement, les nombreuses organisations comme le comité Adama, le collectif de défense des jeunes du Montois ou encore le collectif Urgence Notre Police Assassine montrent que nous ne sommes pas sortis de ces affaires, où nos quartiers sont relégués et continuent d'être perçus comme une menace. Et on sait ce qu'on dit quand on parle depuis Nice. D'autant plus dans un contexte de crise où la police est le dernier rempart d'un pouvoir sous pression, quel qu'il soit. C'est ce que nous observons aussi dans l'implication indignée d'une partie grandissante de la jeunesse, dans sa solidarité avec la lutte du peuple palestinien. Faire vivre la mémoire du 17 octobre 1961, c'est donc un acte politique fort, en refusant l'amnésie organisée. À chaque génération de la faire revivre, non pas comme un souvenir lointain, mais comme une exigence universelle de justice, de paix et de dignité. Merci Flo et puis merci Olivier.